Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar Buzz Diédhiou et ses chroniqueurs, 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Total. Bonsoir à tous les auditeurs de Adjo News Radio. Bonsoir, vous connaissez, c'est l'heure de l'émission sur Adjo News Radio. Comme toujours, les lundis et les vendredis, nous sommes là, les mercredis aussi. À partir de 19h, c'est l'heure du débat Adjo News Radio. Et c'est parti pour vous faire plaisir, mais pour discuter avec vous de sujets intéressants, de sujets d'actualité. Parler avec vous de ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse. Parler avec vous du Sénégal, de l'Afrique. Et vous nous avez suivi les derniers temps, c'était sur l'Afrique. La semaine dernière, c'était sur, effectivement, le statut de la première dame. Pas en tant que personne, mais bien sûr pour essayer de faire mieux, de légiférer cette statut. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore intéressant, un sujet qui est encore d'actualité, qui a fait l'actualité un peu la semaine dernière, qui est encore d'actualité, c'est la politique, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et pourquoi parler de cette politique de cette déclaration de politique générale? C'est pour voir son efficacité, son importance et de quoi elle pourra changer le quotidien des Sénégalais. C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Mais discuter avec qui, toujours, vous connaissez, il a l'habitude d'être là. C'est mon chroniqueur, c'est Ndiaga, avec qui je discute de ces questions-là, avec bien sûr parfois une opposition de point de vue, mais parfois avec, parce qu'on partage les mêmes idées, on partage un petit peu les mêmes idéaux, parce que nous avons une propension parfois gauchiste. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les libéraux, non, au contraire, un pays, je pense que, comme on le dit, on a besoin de tout le monde pour faire un monde. Et donc, aujourd'hui, nous allons discuter des déclarations de politique générale. Je répète encore, par rapport à son importance, son efficacité et la manière dont c'est fait, surtout au Sénégal. La manière, je veux bien sûr parler, quand on a un État qui change tout le temps de Premier ministre et qu'on est obligé de faire toujours des politiques générales, il va falloir discuter aussi sur ça, de voir quelle cohérence peut-on avoir entre une première, une deuxième et une troisième déclaration, mais aussi de voir est-ce que c'est important, est-ce que dans la continuité, il ne faut pas empêcher ou en tout cas enlever cette déclaration de politique générale qui nous prend finalement du temps, de l'énergie, on va dire de l'argent aussi, mine de rien, on déplace des gens et on discute. Donc c'est de ça que nous allons discuter. Mais avant, cette fois-ci, je viens changer un peu la donne, Ndiaga. Au lieu de poser une deuxième question avant, j'aimerais bien qu'on attaque sur l'actualité un peu, sur deux choses d'actualité. D'habitude, ça ne se fait pas, Ndiaga. Effectivement, deux choses que j'aimerais aborder avec vous avant de venir à la politique générale. La première, il y a Wade qui arrive, évidemment, parce que nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Oulimata Kane, qui est la présidente de la section féminine du département de Dakar, donc du PDS, bien évidemment, pour parler avec lui un peu d'Abdoulaye Wade, mais aussi de Karim, mais pas totalement de Karim, parce que la semaine passée, le procureur Alioune Ndao a été limogé. Voilà, juste sur ça, cette question d'actualité, pour revenir avec ça, je pense que ça a marqué tout le monde, on va revenir. D'abord, commençons par le limogeage, Ndiaga, du procureur, aujourd'hui qui chamboule tout, qui repousse le procès de Karim, mais aussi qui, comment on va dire encore, qui empêche ou qui embrouille encore le procès de Karim, enfin qui l'embrouille, parce que moi personnellement je vous dis, je suis l'actualité, j'ai rien compris à ce procès, au-delà des millions, de la manière de faire, au côté politique, j'ai rien compris, donc qui embrouille encore le procès. Je vais commencer par mon chroniqueur, d'habitude on commence par les femmes, mais je vais vous faire plaisir, je viens à vous. Ndiaga, c'est limogeage, ça vous dit quoi? Ça éclaircit, ça embrouille, enfin, en bref. Bon, merci Babacar.
Bonsoir aux internautes qui nous écoutent encore une fois de plus. Je suis très content de les retrouver sur Radio News. Je salue également la présence de Madame Khan. Donc, pour en revenir à ta question, c'est vrai, le limogeage du magistrat Daou m'inquiète tout autant que ce limogeage également me conforte dans une certaine idée que j'ai toujours développée, que cette affaire-là, Karim Wade, n'a pas été du début jusqu'à maintenant gérée avec sérieux. On ne veut pas faire la lumière, on ne veut pas de magistrat qui fait son travail. Des fois, j'ai lu mon aîné là, du PIT, Ibrahim Hussein, qui disait que voilà, il a été perdu par son excès de gel. Mais que peut-on demander de plus à un magistrat qui fait son travail avec dévouement, avec acharnement? Maintenant, les commentaires vont bon train, on est en train de l'accuser de tous les maux du monde, de tous les péchés du monde, mais pour que je sache, tout le monde a été surpris de son limogeage. Et que les enseignements qu'il faudra falloir en tirer, c'est qu'effectivement, qu'on ne vienne plus nous dire ici qu'il y a une séparation des pouvoirs. Moi, je me disais que voilà, la CREI est un tribunal politique, mais le président Macky Sall, avec les décrets qu'il prend pour venir peut-être réorganiser la CREI en fonction de ses intérêts ou bien en fonction d'autres intérêts qui sont de connivence avec les siens, me réconforte dans l'idée que c'est une affaire purement politique et qu'en fin de compte, on ne sera pas au rendez-vous du compte dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Cette histoire-là va finir, ce sera telle une montagne qui va accoucher de souris. Et je pense que c'est vraiment dommage. Maintenant, moi je m'attends à ce que les magistrats quand même protègent leurs confrères, parce qu'il est inadmissible que dans l'exercice de ces fonctions, que des magistrats soient humiliés de la sorte, parce que c'est à la limite une humiliation qu'ils soient informé de son limogeage alors qu'il était en train de diriger une audience, Il était en train de... On aurait pu peut-être le rappeler, discuter avec lui, peut-être l'écouter, l'entendre, parce que sur des questions qui lui sont reprochées, il a bien son mot à dire. Mais c'est-à-dire que le président de la République est en train de gérer le pays de façon cavalière, que les gens ne soient pas surpris demain si le président de la République en venait aujourd'hui à peut-être de mettre son pied sur tout et à contrôler davantage et puis à lever les libertés comme nous l'avons connu avec la marche du PDS que vous avez évoqué. Moi je dis qu'il faut du contre-pouvoir. Le président, il a trop de marge de manœuvre. Moi je l'ai toujours dit, il va falloir à un certain moment donné que, comme on le dit dans un état de droit qui se respecte, que le pouvoir arrête le pouvoir. Et cela n'est possible que dans le cadre d'une séparation réelle des pouvoirs. J'ai dit ici, c'est dommage que l'esprit des assises soit trahi par les défenseurs des assises à l'origine. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient porté le projet des assises sont systématiquement alignés aux côtés du président Macky Sall et ils ferment systématiquement les yeux sur les violations que perpétue le président de la République sur l'esprit des assises. Parce qu'effectivement, les assises avaient senti venir et avaient préconisé que l'on supprime le ministère de la Justice pour donner une réelle indépendance, donner corps à cette indépendance de la justice. Si la justice avait été indépendante, je suis sûr que cette affaire Karim Wade et traque des biens serait menée avec beaucoup plus d'efficacité, de calme, sans les pesanteurs que nous connaissons dans notre économie, dans peut-être l'image du pays. Parce qu'effectivement, on a mêlé droit et politique. Et droit et politique ne font pas généralement bon ménage. Je vais être un peu provocateur d'ailleurs, peut-être que tu continueras, mais juste avec la dame qui est à ma droite, mademoiselle Khan, en fait, il y a quand même une rumeur, et d'ailleurs ça me confirme que c'est plus une rumeur que même une vérité, que certains ténors du PDS auraient versé de l'argent calmement, et donc c'est ces gens-là que peut-être qu'on voit que le procureur a voulu interroger et que le président a dit non finalement. C'est de la provocation, mais est-ce qu'il y a ça, cette idée de les gens auraient passé derrière, parce que quand on voit Ousmane Ngom, bon c'est pas lui qui a été convoqué, mais on l'entend pas, il dit rien. Est-ce que parfois, est-ce que Macky le tient dans les, excusez-moi je vais être un peu vulgaire, en bas, par cette question-là, c'est pourquoi on l'entend pas, et aussi parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas interroger ou interviewer dans cette question de bien mal acquis. Et en parlant, ce limogeage, ça vous fait quoi, vous, en tant que membre du PDS?
journaliste. Voilà, merci Buzz. Je vous remercie vraiment de cette invitation. Merci. Je suis très ravie de partager le plateau avec Monsieur Diouf Ndiaga. Juste que vous me lancez directement dans mon domaine, qui fait, je suis une wadiste pure, comme vous l'avez toujours présenté, pure et dure, et incontournable aussi. Et il y a pas mal de mes amis aussi qui le sont. Et je remercie de passage tout le monde, les gens et les auditeurs de Aju News qui écoutent cette émission, qui est très intéressant et très important à écouter parce que ça nous donne l'idée d'une vision au niveau de l'actualité présente dans ce pays. Donc, vous m'avez lancé un défi concernant cette question, mais je vous dis, quand un gouvernement viole les lois du peuple, naturellement l'insurrection est pour le peuple. Donc plus sacré et plus indispensable des devoirs. L'importance actuellement, moi je pense que Macky Sall, le président de la République, je respecte, doit prendre ses engagements. On dirait qu'il a peur de quelque chose. Soit disons que, par exemple, dès l'instant nous avons décidé de faire notre meeting le 21, il essaie depuis lors de faire des buzz. Donc, ça nous amènera nulle part. Vous voulez dire que ce limogeage rentre dans ce cadre de vouloir faire du buzz? Ah oui, bien sûr. Donc il y a un rapport, vous voyez un rapport entre ce limogeage et la manifestation du 21. Je viens. Parce que depuis qu'on a annoncé la manifestation du 21, combien de buzz que Macky Sall a fait au niveau de la presse pour voir, par exemple, il est parti voir je sais pas, conférences avec les gens de la presse, ça n'a pas fait effet. Ah oui, la table de la presse, d'accord. Ça n'a pas fait effet. Il est revenu, il nous propose la déclaration politique du PM qui ne fait que des répétitions. C'est des répétitions à gogo depuis le début de leur gouvernement. Bon, on reviendra sur le... Voilà, non, je viens, je te cite les bases, par exemple. Là, il vient... Le même jour qu'il fait la politique générale, il fait le limogeage du procureur Alioune Ndao. Ça nous amènera nulle part. Et aussi, il y a des anguilles sous roche dans tout ça. Parce que le mensonge a été très élevé au niveau de Alioune Ndao. Parce qu'on ne peut pas aussi comprendre un procureur, il dit un procureur spécial qui fait une déclaration, depuis, on a les archives qui sont là. Des archives comme comment dirais-je, la conférence de presse qu'il avait fait pour déclarer les 600 et quelques milliards. Et là, on se retrouve avec un procès tellement houleuse et on se retrouve maintenant avec des millions. Et ça sert à quoi? Macky Sall, il sait très bien ce qu'il fait parce que c'est son image qui est en jeu avec ce procureur-là. Maintenant, la population est la face et tout le monde est à l'écoute de ce procès. Il sait que tout le monde dénigre actuellement le procureur Alioune Ndao parce qu'il y a trop de mensonges. Et là, il préserve son image, il efface de la situation pour dire encore une autre buzz. Oui, mais voilà, Ndiaga, cette question, juste une parenthèse. Finalement, oui, on n'est pas trop d'accord. Non, mais au fait, je viens, je n'ai pas encore terminé. Mais moi, je veux juste une question. Mais effectivement, Macky n'aide pas, finalement, cette question. N'aide pas le procureur. Parce que le procureur est dénigré, finalement, de partout. Absolument. Parce que les gens du PDS ne l'aimaient pas. Absolument. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas grave, ils sont politiques. Mais là, Macky, de limoger, effectivement, ça donne quelle image, Ndiaga, ça? Il faut distinguer deux choses. Le procureur, en tant que personne, et la CREI, en tant qu'il est, par exemple, dans la CREI, en tant qu'institution représentant de l'État, émettre des poursuites, sous, par exemple, les ordres du ministre de l'Intérieur, celui-là même qui prend les ordres du président de la République. Il y a deux choses. Maintenant, moi, je ne parlais pas de la personne, parce que quoi que l'on puisse dire, j'ai dit que ici, que je suis persuadé que tout le monde a été surpris, quoi que l'on puisse dire, du limogeage du procureur. Parce que moi, j'estime qu'il faisait bien son travail. Maintenant, sur l'affaire Karim Wade, il y a eu un montage financier qui a été fait. On a parlé de beaucoup de milliards, de 800 milliards. Et aujourd'hui, on table sur 117 milliards. Maintenant, c'est la procédure qui est ainsi faite. C'est-à-dire qu'on a
des soupçons d'enrichissement illicite, on va essayer, sans avoir des pistes probantes, d'aller un peu partout dans les banques, de chercher, voilà, de dénicher des choses, et puis il appartiendra en retour à Karim de justifier la non-appartenance de ses biens et tout ça. C'est ça le problème de la CREI. Moi, j'ai toujours dit que c'était une mauvaise procédure, parce que Karim Wade, quoi que l'on puisse dire, il a été épinglé sur des dossiers avec des preuves à l'appui, notamment le rapport de la Cour des comptes en 2008-2009. On a voulu laisser de côté cela. Moi, je dis que... Mais d'ailleurs, c'est ça qui est impressionnant. Non, mais attendez. Non, moi, je pense que il y a des confusions d'intérêts, parce que Macky Sall, quoi que l'on puisse dire, il a été au sein de cette famille libérale pendant 8 ans. Aujourd'hui, il n'a pas intérêt d'avoir un procureur de la République qui est incontrôlable et qui va fouiller un peu partout. Absolument. Ça, il faut le dire. Hein. Il ne faut pas que l'on pointe du doigt seulement le procureur. Il faut voir l'intérêt et la finalité poursuivie par le président de la République en prenant un décret sur la base d'une convocation d'urgence du Haut Conseil de la magistrature. C'est-à-dire que c'est l'initiative du président de la République qui veut solder des comptes, c'est-à-dire dire au procureur, maintenant que tu as des élans de rebelles, moi je ne voudrais pas que voilà, tu enfouis davantage, parce que aussi loin que tu puisses en arriver, je suis là et je suis dans le coup. C'est tout. Oui, maintenant, est-ce que non, mais en fait, moi, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. Vous avez donné une motion. Les buzz dont elle parle là, moi, je ne suis pas d'accord que la déclaration de politique générale soit considérée comme un buzz, parce que quoi que l'on puisse dire, vous êtes des légalistes, c'est la Constitution qui l'impose au Premier ministre. Absolument. Mais pourquoi ça n'a pas été fait depuis le début? Voilà, c'est vrai que les délais n'ont pas de 3 mois, n'ont pas été respectés, mais on part en débat. Mais moi, je suis fondamentalement convaincu que cette déclaration elle est importante, ne serait-ce par le fait que ça nous permet de voir ce que le gouvernement entend faire et d'avoir des éléments objectifs d'appréciation. D'accord. On fait pas la politique politicienne, hein, Monsieur Diop. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que eux, ils avaient tout le temps de le faire. Ils ont attendu ce moment pour faire ça. Moi, je fais le rapprochement des événements pour vous parler de ça, parce qu'on s'est analysé. On s'est analysé ce qui se passe au niveau de la zone politique. Macky Sall, tout ce qu'il fait, c'est politique. Tout ce qu'il fait, c'est politique. Même entre saluant, il fait la politique. Mais malheureusement pour lui, il ne sait pas faire la politique. Il veut faire, mais il ne sait pas. D'accord. Donc, je viens. En parlant du procureur en général. Tu sais que l'inégalité du talent et du courage est humain. C'est quelque chose d'humain. On accepte qu'ils sont incapables de faire cette chose, parce que la façon dont le procureur, lui, il avait tenu le dossier de Karim Wade, c'était pas évident en ce moment même qu'on dise qu'on doit éliminer le procureur pour amener un autre procureur. Parce que du début à la fin, je peux dire que depuis le début, c'est lui qui était en cours de cette procédure. Donc c'est un peu compliqué dans la situation. Ça va être, moi, dans ma tête, c'est pas clair du tout. Mais tout ce que je veux comprendre, lui, il y a anguille sous roche de quelque chose. On accepte que Macky lui-même, il ne sait pas là où mettre les pieds actuellement. Oui, mais est-ce que c'est limogeage? On va finir cette question, parce que la question c'était sur la déclaration, mais juste pour finir cette question, est-ce que le fait que Macky limoge le procureur, est-ce que cela peut changer votre point de vue sur le procureur? Autrement dit, est-ce que vous allez rejoindre Diaga qui dit que lui, il faisait son travail avant? Est-ce que je vous fais comprendre la question? Je veux dire que le fait que Macky limoge ce gars-là, est-ce que ça ne prouve pas quelque part que lui, il était sérieux, il voulait les faire travailler correctement au début? Est-ce que ça fait... Non, c'est juste une question. Ouais. Juste une question pour ça. Merci beaucoup pour cette question. Mais je vous dis qu'ils sont tous des marionnettes. Oh, d'accord. Ils sont tous des marionnettes. Ils peuvent dire qu'il n'est pas au courant de cette limogeage, et alors qu'il est au courant de ça. D'accord, oui. Les dossiers peuvent se transmettre en dessous, sans que les gens le sachent. Ça, c'est une réalité qui est sur place. Donc, il peut y avoir une théâtrisation. Voilà, c'est une théâtre. Oui. Ils jouent une théâtre. Et les gens ne sont pas du tout dupés pour comprendre cela. Donc, je vous dis, Diouf, vous savez, il y a plein d'événements qui se sont passés ici. On sait qui est qui exactement. Et Macky Sall lui-même sait que le pays va mal.
Et en ce moment, lui, tout ce qu'il peut, tout ce qui le concerne, c'est seulement de détourner l'image de la population vers un autre horizon, sachant que le pays va très mal. Le pays va très mal. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes. On attendait cette politique générale de ce PM depuis très longtemps. Il ne l'a pas fait. On reviendra, c'était ça la question juste d'actualité. Avant de rentrer dans le sujet, on reviendra, on ne va pas épuiser cette question, on reviendra certainement Ndiaga donc en parler parce que c'est très sérieux, cette question du limogeage du procureur et de la CREI. Mais revenons maintenant juste à une deuxième point d'actualité avant de venir à l'autre sujet. Wade qui arrive. Il y a deux choses, on en a parlé d'ailleurs la semaine passée, effectivement, avec Bassirou Mbacké Diatta et avec d'autres. On en a parlé un peu. Mais c'est ça aujourd'hui. Pour en parler un petit peu, Wade va revenir, c'est-à-dire que finalement, Wade, il tient à cette marche-là. Et Macky, est-ce qu'il a reculé entre-temps, Yaga? Est-ce que tu penses qu'il a reculé? Est-ce qu'il va autoriser? Parce qu'on parle de médiation de Sidy Lamine. Tu penses que le fait que Wade soit là, donc Wade ne recule pas, enfin c'est pas sûr, est-ce que ça pousse finalement Macky à reculer? Bon, j'avais ici même dit que dans cette histoire-là, il y a deux postures qui tiennent. Une posture politique de rapport de force, et je crois que Wade, il est sur cette lance, quoi que l'on puisse dire, et une posture de légaliste, quoi, c'est-à-dire introduire un recours qui fera que la Cour suprême va surprendre les deux actes. Il n'y aura pas de marche et il n'y aura pas d'introduction de marche. Et ça, c'est un jeu à somme nulle. Je ne vois pas l'intérêt pour le PDS de verser dans ça. Maintenant, le rapport de force, il est en train de prendre effet parce que je l'ai dit ici, il y a une bonne communication qui est mise en place. Et ce que j'avais suggéré ici, je crois que les gens sont en train de le faire. J'ai vu les démarches du Front Patriotique. On est allé voir Sidy Lamine, la société civile et tout. C'est-à-dire qu'il faut que ce combat-là soit élargi et que cela aille au-delà des cadres restreints du Parti démocratique sénégalais. Sinon, on va se dire et on va s'appeler la dynamique pour dire qu'effectivement, Abdoulaye Wade, il est en train de sonner la mobilisation pour son fils, alors que ce n'est pas ça. Moi, je dis que l'arrêté du gouverneur, le problème, ce n'est pas la marche du PDS, quoi. Le PDS va faire son meeting, ce n'est pas une marche, ils ont dit, son meeting le 21. Mais à partir de maintenant, et au-delà du 21, il y a une restriction des libertés pendant un mois. Et je me dis que dans cette affaire-là, si on dit interdiction générale des rassemblements publics, mais est-ce que ce qui va se faire à Diamniadio le 29 n'est pas un rassemblement public? Bien sûr. Donc ça dit que la loi, c'est la loi, elle est impersonnelle, quoi. Moi, je pense que dans cette histoire-là, il faut savoir raison garder parce que les principes d'hier doivent demeurer les principes d'aujourd'hui. Moi, je le dis ici, quand vous faisiez en 2000, je ne sais plus l'année, quand vous faisiez l'inauguration du monument de la Renaissance, moi, j'étais au devant quand ils disaient marcher. Non, mais il y avait ce même jour, il y avait une manifestation. Moi, j'étais témoin de l'histoire et acteur aux côtés de Moustapha Niasse, de Dansokho, de Macky Sall lui-même, des Talassi, là, on était au devant. C'est Serigne Abdou Azizi qui a joué les bons esprits pour qu'à minuit, le président de la République, Abdoulaye Wade à l'époque, revienne sur sa décision et autorise la marche. Donc ça avait été, comme c'est le cas également, interdit jusqu'à la dernière minute. C'est les mêmes méthodes. Moi, je dis que de Macky Sall à Abdoulaye Wade, il n'y a pas une grande différence de ce point de vue. C'est la dialectique du maître et de son élève. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Moi, j'ai été content d'entendre le président de la République voilà, insuffler le courage à ses partisans, à ses petits-fils du PDS pour leur dire que voilà, moi, je serai au devant le 21. C'est bien, il faut un rapport de force pour amener le gouvernement à reculer parce que c'est une forfaiture, quoi. Ce qui a été fait dans le cadre de l'arrêté du gouverneur est inacceptable, quoi. C'est inacceptable. On ne peut pas comme ça, tel dans un état d'urgence, peut-être geler les libertés pour un mois. Ça, c'est inadmissible, ça ne doit pas passer. Maintenant, le président de la République, en recevant Sidy Lamine, qui bizarrement est passé de partie prenante, une partie prenante de la marche à médiateur, est-ce qu'il a changé de position? Manifestement, le statut et le rôle qu'il va jouer dans cette affaire a changé. Mais le président de la République est en train, peut-être, de s'ouvrir des opportunités pour demain, s'il veut revenir sur sa décision, essayer de passer par Sidy Lamine, et puis pour dire que voilà, effectivement, par la médiation, par l'intervention de cette mais c'est un camouflage. On va peut-être autoriser la c'est juste sous forme de camouflage. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Très sage de mon point de vue.
Ah, Ok. voilà. Oui. Pour revenir à mon discours tout de suite, il fait toujours quelque chose pour se camoufler. Il se camoufle toujours sur quelque chose. On n'a pas besoin de ça, nous. De toute façon, ce qui est au niveau de la marche, on se rappelle, il y a les archives qui sont là encore. Que lui-même, il avait un point de presse au niveau de Radisson Blu qui déclarait que la marche, c'est des droits fondamentaux pour le peuple. Lui-même, il le disait. Il y a les archives qui sont là. Tout à fait. Donc, lui-même, il disait ça. Il revient aujourd'hui en tant que président pour refuser l'autorisation de ces marches-là. C'est inadmissible. Et vous, enfin là, j'espère que vous êtes décidé finalement à marcher, parce que ça fait quand même plusieurs marches. La jeunesse est engagée. La jeunesse avant, est inébranlable. qu'est-ce que vous donnez avant? Même s'ils ne l'autorisaient pas, Mais les on allait casseroles, faire ce meeting. Mais avant, parce que Mais ça fait la troisième attendez. fois, ou quatrième fois, Non, on vous attendez. interdit de marcher, et vous Attendez. acceptez comme Cette ça. fois-ci, c'est une détermination totale Oui, mais avant, à notre avant, niveau. Qu'est-ce qui vous empêche? Depuis 8 mois, Attends, vous vous interdit de marche. voilà, avant, parce que comme notre C'est des leader, casseroles ou non, notre leader Abdoulaye Wade est un pur talibé, que à chaque fois on demande de faire des marches, il y a son guide marabout Oui. qui lui demande d'arrêter, de ne pas amener des problèmes au niveau du pays. Il s'arrête. Mais cette fois-ci, on lui a même dit dans l'ensemble, et la jeunesse libérale, et je pense même, vous voyez que ce marche ou bien ce meeting du 21, c'est porté par le PDS, mais ce n'est pas le PDS qui va le faire, c'est le peuple qui réagit. C'est le peuple qui réagit. Le PDS est l'initiateur de ce meeting, mais c'est le peuple qui réagit. Donc, Macky, il a intérêt, et moi, jusqu'à la dernière minute, je savais qu'il allait autoriser ce marche-là. Mais c'est pas encore fait. Non, attendez, c'est pas encore fait, il va le faire, parce qu'il est en train de voir des gens pour faire, toujours pour les buzz, hein, d'inviter Sidi Lamine Niasse, qui s'était révolté, rebellé pour dire que lui aussi, il va accompagner les gens de l'opposition pour faire ce marche. Il l'a invité pour faire un peu une divergence entre l'opposition et les gens qui se sont concertés pour faire cette manifestation. Il ne pourra pas. On est inébranlable pour ça. Qu'il l'autorise ou pas. Nous allons le faire. Parce qu'il est temps. Attendez. Si je vous prends au mot, donc comment ça s'appelle, le guide de Wade, donc il a autorisé aussi Wade à marcher finalement. Le guide, parce que vous dites qu'avant le 8 c'était le guide qui empêchait, et là le guide il a fait quoi? Comme Olof Ndiaye li muy wax rek, nit ku nekk da nga am kilifa. Nit ku nekk da nga am kilifa. Wade dafa am kilifa. Tout à l'heure tu as dit que Wade c'est comme l'échange de fils à... Non. Nous, ce qu'on voulait de Macky Sall, ce qu'on a fait de Macky Sall, c'est pas ce Macky Sall-là. Ce que Wade a fait de Macky Sall, parce que Macky Sall, avec Wade, il a tout appris, hein. Il a tout appris. Donc, gouverné, non? voilà, il a tout appris. Donc, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas, nous, ce qu'on pense, il n'a pas droit à l'erreur. Parce que dès l'instant qu'il a fait 8 ans auprès du président Abdoulaye Wade, il a fait 8 ans dans les zones du palais, donc il doit être en mesure de gérer. Nous, en premier lieu, ce que Abdoulaye Wade nous avait demandé, suivez-le et aidez-le à travailler. Oui, mais bon, ça c'est politique. Attendez, attendez, on est dans ce dynamique. Non, on est dans ce dynamique. Même s'il avait emprisonné son fils, qu'il nous donne des preuves, qu'il nous donne quelque chose de concret sur la table, et on voit que ça c'est concret, et on n'ira pas. Mais le problème est que c'est des mensonges à ne pas finir. Là, on en a assez de ça. Moi, je le comprends. Je le comprends, parce qu'il a toujours été un exécutant, mais pas un décideur. Il a toujours été un exécutant. Macky fait moi ça, je le fais. Macky ne décide jamais. Et Wade, faut nous togn. Ça sera le dernier mot, on va y revenir. Non, je n'ai pas terminé. Oui, J'ai terminé Buzz. Allez-y, oui. Vous comprenez? Donc, la famille libérale, on a tellement de leaders au niveau de notre parti. On a tellement de leaders. Et il avait vu que c'était Macky qui faisait l'affaire. Non, mais Macky... Quand vous avez rapporté en 2008, Macky auprès des libéraux, il pouvait réussir. Mais actuellement, il est mal entouré. Il est mal entouré. Les gens qui l'entourent ne voudront jamais que Macky réussisse dans cette dynamique, parce qu'il y a Niasse
qui a toujours voulu être président et il ne le sera jamais parce que c'est trop tard. Il y a Tanor qui a toujours voulu être président, il ne le sera jamais. Et si un autre ou bien un jeune réussit à leur place, ils n'accepteront pas ça, ils sont égoïstes. Ces gens, excusez-moi du terme. Oui, donc oui, mais on va, oui, dans merci. l'essentiel. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur Adju News Radio et ça continue, c'est le débat. Ça passe pas au Sénégal, c'est le débat, c'est le nom. Et c'est le sujet qu'on pose aujourd'hui. On va malheureusement poser des questions. Encore, bon là, c'est des questions qui se posent sur la déclaration de politique générale. Ndiaga en a déjà abordé un petit peu tout au début, mais moi je vais revenir. D'ailleurs, c'est pourquoi j'avais envie de poser cette question. La déclaration de politique générale, avant de venir à son contenu, Mais au moment. Au fait, avant d'entrer dans la politique générale, il a un peu parlé de l'interdiction des manifestations entre du 10 au 25, du 10 au 21, Oui. au 5 décembre. Macky, je vous dis toujours, il est obligé d'obliger cette marche. Oui. Il est obligé de l'autoriser. Parce qu'actuellement, avec le sommet de la francophonie, peut-être il n'a pas de bons conseils, mais les gens, les invités, les personnalités qui doivent participer au niveau de cette conférence-là, s'ils entendent par exemple, ils ont des échos que le Sénégal, il y a des manifestations, il y a des mouvements qui sont contre le gouvernement, quelque chose comme ça joue automatiquement sur le sommet de la francophonie, avec les invités qui sont présents. Et c'est pourquoi vous avez choisi le moment ou pas? Non, c'est la date de notre anniversaire de parti. Ça a tombé de cette façon, mais lui, il s'en tirait les conséquences de cela parce qu'il a organisé cette conférence à cette même date. Donc, lui, en tout cas, si c'était moi, j'allais l'autoriser. Parce que, pourvu que ce sommet de la francophonie, je peux dire même, pour retourner dans la colonisation des Français, toujours comme il a l'habitude de faire, parce qu'on peut même dire qu'il a vendu le Sénégal à la France. D'accord. On peut même dire ça. Ok, on va y revenir, ça c'est un autre débat. Effectivement, la francophonie, il faut qu'on en parle, Ndiaga. On en a un peu abordé par rapport au centre de conférence. Il faut qu'on attaque son contenu, son expression, son essence même aussi par rapport à ça. Mais pour le moment, c'est l'essence et le contenu de la politique, de la déclaration de politique générale. Mais avant de venir au contenu, sans pour autant personnaliser ce discours-là, Ndiaga, commençons le débat en généralisant. Les politiques, les déclarations de politique générale. Avant d'ailleurs, en faisant un petit tour, on m'avait dit que ce n'était pas connu, ça ne prenait pas cette ampleur, c'était normal, c'était une condition, ça passait inaperçu. C'est les journalistes qui en ont fait beaucoup, c'est parce que l'apparition des télés, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je t'ai entendu tout à l'heure, tu me dis que c'est important. Mais moi, quand je fais un feedback, une rétrospective, j'ai envie de te dire, Ndiaga, je ne vois pas l'utilité de cette politique générale, même si c'est inscrit dans notre, j'attaque directement, dans notre constitution. Pourquoi je ne vois pas? Parce qu'il y a des déclarations comme ça, le président il fait une déclaration, le président fait son serment, le président décline sa politique et juste le Premier ministre doit appliquer parce que nous sommes presque dans un régime, excuse-moi, présidentiel presque, où le président décide de tout et les autres ils exécutent comme on dit. On a parlé de l'exemple de Macky Sall qui était un exécutant pour revenir à ça. Pourquoi faire tout ce scénario? Moi, je ne vois pas l'importance pour moi parce que la politique, elle est déjà sûre normalement. Parce qu'on l'a eu avec le Yono Yokouté. Parce que le président fait campagne avec son programme normalement. Il revient le 1er avril, ou le 4 avril, ou le 3, quand il fait le discours. Il insiste sur ça. Il remet au 1er décembre, au 1er janvier. Il nous fait encore un discours. Donc normalement, il y a tellement de moments où les populations pourront s'accaparer. Donc je ne vois pas l'importance de cette politique générale. Moi, en tout cas, de mon point de vue. C'est une répétition. Voilà, c'est mon point de vue. C'est une répétition. Oui, c'est vrai que c'est une répétition qui se fait. Depuis pas mal d'années, la déclaration de politique générale est teintée de politique. Depuis pas mal d'années, il faut le dire. Ce n'est pas seulement sous le régime de Macky Sall que l'on voit ça. Ça fait beaucoup d'années déjà que déclaration de politique générale rime avec manifestation politique. Vous voyez même au sein même de l'hémicycle qui devrait être un cadre de travail où voilà serait mis en avant l'objectivité. Vous voyez les interventions ont plus porté sur la personne, et les qualités individuelles et personnelles du Premier ministre que sur le contenu de sa déclaration. Et voilà des choses qui pourraient amener d'aucuns à penser que
ou bien à se poser la question de l'utilité de la déclaration de politique générale. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que c'est un exercice quand même important pour la transparence, premièrement. Et puis, ajouter à cela que c'est la Constitution de la République, dans le titre consacré au Premier ministre, qui prévoit une déclaration de politique générale 3 mois après la nomination du Premier ministre. Donc chaque nouveau Premier ministre est tenu, du point de vue de la Constitution, à faire une déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale n'est rien d'autre que la politique définie par le président de la République et que le Premier ministre entend mettre en œuvre. Tout à fait. Sans dire que cette politique doit être connue des Sénégalais. Quand Macky est venu, on avait beaucoup plus parlé de Yoonu Yokkute, sans pour autant que l'on chasse le contenu même de Yoonu Yokkute. Mais jusqu'à maintenant, personne ne connaît le contenu de Yoonu Yokkute. Effectivement, moi je vous dis que le Yoonu Yokkute était un slogan plus qu'un programme ou un projet de société. Donc c'était histoire d'avoir un programme de campagne et puis d'amadouer les Sénégalais. Et puis c'est pourquoi quand Abdoul Mbaye a été nommé Premier ministre aux premières heures du pouvoir de Macky Sall, à la fin, quand on l'a limogé, on a parlé d'absence de résultats. Parce qu'effectivement, à l'origine, les objectifs n'étaient pas clairement définis. Et puis quand Mimi est venu, on a parlé pour la première fois de PSE. Entre-temps, il y a eu l'événement d'ISO, c'est-à-dire ce groupe-là d'intérêt qui est à l'extérieur et qui est à l'origine de ce document de PSE. Donc ce document est une nouveauté, c'est-à-dire que c'est un document qui a été conçu pendant que Macky Sall était déjà en exercice du pouvoir. Et on avait beaucoup parlé de ce dossier. Il y en a qui attendaient d'avoir des idées claires par rapport au contenu du plan Sénégal émergent. Et rien que pour cela, ça a été vraiment important que l'on sache, par exemple, quels sont les éléments, les axes prioritaires qui vont structurer l'action du gouvernement pour ce qui reste du mandat de Macky Sall. On va essayer. Ça, Oui. c'est pas important. Quand On même. va essayer de prendre un auditeur. Lui, je le connais, il fait partie. On va voir si ça passe. Oui, allô, bonsoir. Un autre libéral. Allô? Oui, allô, on vous entend très bien normalement. Ça va? Est-ce que vous nous entendez, vous? Allô? Allô? Oui, on dirait que vous êtes en réunion, vous. Allô? Ça se passe en ligne. Oui, on est en direct là. Oui, allô? Oui, sinon on continue parce que voilà, il nous revient, il est en ligne. Peut-être qu'il veut écouter. Il faut que je diminue s'il va avoir. Peut-être il va avoir ça en direct, lui. Ok, on continue. On est en ligne. On passe sur effectivement Adjo News sur notre radio. Adjo News, radio. Et puis les gens nous écoutent. Et aussi, on parlait en ligne sur Skype. Okay. Bon, on va continuer. Oui, on disait. Donc, c'est important, comme vous dites, parce que c'est une politique que les Sénégalais doivent connaître, parce que ça donne le côté un peu exécutif, on va dire, le côté un peu plus réaliste de la politique un peu généraliste de la chose, pour montrer les directions du président, les choix du président. Mais Ndiaga, vous venez de dire deux choses qui sont à mon avis importantes effectivement dans cet exercice. La première des choses, c'est un milieu où finalement ça devient politique, parce que tout simplement on crie, on essaie un agenda politique. Mais l'autre chose effectivement, c'est que quand on a un président qui prend son temps, quand il veut faire ce plan, cette politique générale, on le fait par rapport à une date. Est-ce que finalement, ça manque pas d'importance? C'est moi qui va répondre cette question. D'accord, ok. Oui. Je vais répondre cette question. Allez-y. Oui. Buzz, Oui. vous voyez qu'il y a trop de théâtre. Oui. Eux-mêmes, ils se perdent dans leurs idées. Oui. Mais vous allez répondre à cette question-là. Mais de manière générale, mademoiselle Kane, de manière générale, Oulimata, parce que là, on attaque directement le régime. Mais si on reste dans l'utilité même, comme on l'a dit, de manière générale, sans pour attaquer la question, enfin Macky ou son premier ministre en temps, on reviendra sur ça. Mais de manière générale, l'utilité. Non, je te parle en tant que citoyen. Oui. Actuellement, pour cette question, je réponds en tant que citoyen du Sénégal, Tout à fait. mais pas en tant que politicienne. Parce que moi, ce que j'opte de faire, c'est une politique saine,
pas une politique politicienne. Si Macky voulait travailler et je voyais en lui quelqu'un qui avance et qui travaille, je l'accompagne personnellement. Parce que je sais qu'il il est venu dans les libéraux. Comment dirais-je encore? Il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille libérale. Mais je vois en lui quelqu'un qui n'a jamais appris quelque chose au niveau d'un gouvernement ou bien d'un développement d'un pays. Et c'est triste de voir le Sénégal là où il était hier et là où il est aujourd'hui. De voir, moi c'est la première fois avec Macky Sall, depuis que je suis née, de voir un gouvernement attendre 72 heures sans gouvernement au Sénégal lors de remaniement de Abdoul Mbaye. C'est la première fois et ça m'a choqué. Oui, parce qu'ils ont mis du temps pour mettre même en place un gouvernement. Dans les années 74, non, 4 ans, non, sans Premier ministre. C'est anormal. C'est anormal qu'on revienne dans les années 60. Parce qu'on est en 21e siècle. C'est anormal. Parce que si on avance les deux pas. On ne doit pas être là en 2014 et revenir dans les années 60. Non, je parle de l'histoire. Non, mais c'est une incompétence à ce niveau. Parce que quand tu gouvernes, il faut avoir tous les bagages en main. Il faut avoir tous les armes en main. Tu es en guerre, tu as tous les armes en main. Mais comment se fait-il qu'un gouvernement reste 72 heures sans gouvernement? Un. Oui. Deuxièmement, que je pense que le PSE, le Yoonu Yokkute, moi je peux l'appeler le Yoonu Yakute. Je peux l'appeler le Yoonu Yakute, même pas parce que je suis politicienne. Parce que c'est un peu le programme qui a gagné quand même les élections. Mais le programme qui a gagné les élections, ils ne nous ont pas montré un programme. C'est le slogan, comme tu l'as dit tout de suite. C'est un slogan. Oui. Ils se sont camouflés sous ce slogan pour dire le Yoonu Yokkute. Mais je vous demande. Est-ce que c'est par rapport à ce que Ndiaga a dit? Non. Attendez. Moi, je pense que sur ce coup-là, nous devons à la vérité de dire que M. Slogan, c'est pas Macky Sall, mais c'est Abdoulaye Wade. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Abdoulaye Wade, il a été élu, allez voir les ouvrages qui ont retracé la vie politique de Maître Wade. C'est-à-dire qu'il a été porté plus que tout autre par son élan du sort. Je dis non. Je dis non. Vous savez pourquoi? Je dis non. Parce que le Yoonu Yokkute, il a automatiquement ciblé, surtout au niveau de l'agriculture. Non, attends. Il l'a ciblé surtout dans le domaine de l'agriculture. Et qui est en péril actuellement? Le domaine de l'agriculture au Sénégal, ça ne marche pas. Les paysans sont là et il y a le Yoonu Yokkute qui a tout le temps mais devant l'agriculture, je ne sais pas, dans les villages, je ne sais pas, les irrigations. Ça ne marche pas. Mais revenons à la question, à la première question. On va revenir à la première question, Ndiaga. Sur ça, on reviendra sur la question quand on attaquera le contenu. Voilà. Mais revenons sur la première question, Ndiaga. Est-ce que par contre, tu es d'accord comme Ndiaga, contrairement à moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a une importance de cette politique générale quand elle est bien faite? Par exemple, si je reviens à Ndiaga, quand elle respecte cette politique générale, la procédure normale des 3 mois, quand elle respecte de mettre carrément en exécution la vision du président. Moi, je dis non, de mon point de vue. Je n'ai pas d'accord, parce que tout simplement, on pourrait appeler, dans les domaines précis, comme on interpelle les députés, parce que c'est ça, les questions plénières. On peut appeler un député, enfin un ministre, les députés peuvent appeler un ministre et lui poser la question sur les questions orales, effectivement. Est-ce que ça pourrait être le cas, par exemple, pour un ministre, qu'on l'appelle sur des domaines précis? Vous êtes le Premier ministre. Aujourd'hui, sur une question d'agriculture, on vous appelle avec votre Premier ministre. Si les questions dépassent le Premier ministre, en ce moment-là, il répond. Surtout qu'on sait que dans un pays, on peut avoir des premiers ministres par rapport, nommés de tort à raison, nommés parce qu'une femme a besoin d'un Premier ministre, parce qu'Abdoulaye Wade a envie de nommer une femme première, on le nomme. Donc, en ce moment, on peut appeler un Premier ministre avec son ministre responsable et on lui pose des questions. On passe question par question au lieu de faire une politique générale où personne n'a compris, où tout le monde est là en train d'appeler. Voilà l'importance pour venir au contenu. C'est ça ma question. Je vais aller directement sur ça. Oui. Parce que je pense qu'on a perdu du temps pour ça. Oui. On a perdu du temps parce qu'il y a des répétitions. Cette politique générale qu'il a fait, c'est ce que cette politique générale que Mimi Touré avait fait et c'est même politique générale que Abdoul Mbaye avait fait. Un peu différent quand même. Il n'y a pas de différence dans ça. Il
Il n'y a pas de différence dans ça. Je pense qu'eux, ils sont en retard. Parce que quand ils font des réformes, moi je vois des ministères qui font des réformes ministérielles. Actuellement, font des réformes ministérielles, des directions qui font des réformes ministérielles. C'est pas bon. Et ça joue à quoi? Oui. Parce qu'ils se sont leurrés, ils se sont perdus dans leurs idées. Depuis le début, ils se sont en train de tâtonner. Ils n'ont pas trouvé le bon. Comment dirais-je encore, ils ne se sont pas retrouvés. Des changements du ministère, ça fait toujours parce que l'administration ne change pas, mais les hommes changent. Il faut respecter les normes de l'administration. Il faut respecter les choses. Mais eux, depuis le début, parce que moi, quand je pensais que pour faire les réformes là, c'était depuis qu'il est devenu président. Pour faire les réformes des ministres et environ. Mais non. Jusqu'à ce moment, en 2014, 2 ans après, on nous demande de faire des réformes de ministres. Et quand est-ce qu'ils vont commencer à travailler? On va revenir. Ok. Réforme des ministères, par exemple, on recolle les ministères, on recolle les directions d'une autre direction. Et en plus, on fait un programme de département dans le ministère. Par exemple, voilà. Pas réaménagement du gouvernement, réaménagement dans les ministères, par exemple. D'accord. De mettre et de savoir quel est le rôle de ce ministère exemple. C'est ça qu'on appelle les réformes ministérielles. Les réformes ministérielles, c'est ça. Comment le ministère doit fonctionner. Comment cette direction, de quoi il se charge et de l'autre direction, de quoi il se charge. Les directions attachées directement au département du ministère. Et là, ils sont en train de le faire. Par quoi? Pour organiser les séminaires. Vous faites de l'argent. Ok, on va y revenir sur ça. Aujourd'hui, je devais même participer à un séminaire concernant la réforme d'un ministère. Pour te dire. Mais, je vois qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Oui, on revient. On va y revenir. Je pense que tu as envie de répondre. On va répondre quand on revient. Vous allez me répondre, mais... je ne sais pas, mais je maîtrise bien. Oui, Niaga, on va y revenir sur ça. On va y revenir sur cette question. Parce que quand on va attaquer, nous, la question du contenu, et là, on répondra à sa question. Moi, je suis sur le contenu. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas ces sensibilités politiques. Oui, voilà. Nous, oui. Donc, elle a une sensibilité politique, c'est bien. Mais quand Niaga a ma question, qui a répondu... politique, mais oui. Citoyen en même temps. Citoyen, d'accord. Mais quand on revient, Niaga, à la question, vous l'avez répondu une fois. Quand on répond, effectivement, on revient à l'orthodoxie de cette déclaration de politique générale, où, effectivement, quand tu dis dans un meilleur monde, dans un monde meilleur, où tout serait bien, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans un état un peu flou comme la nôtre, enfin, excusez-moi, comme le nôtre, moi j'ai envie de dire un peu flou, c'est pas, je ne parle pas de Macky, je parle de manière générale. Quand on a un Abdoulaye Wade qui est un super président, où c'est lui qui décide de tout et de rien, excuse-moi, je reviendrai sur ça, Macky qui suit les mêmes pas plus ou moins, pas dans les compétences, mais dans la manière de décider, parce que rien que de revenir un petit peu sur les contenus, je ne veux pas m'attarder. Ici, Abdoulaye nous parle de Yonyokote, Mimi nous parle de PCE, Mohamed nous parle aussi de PCE, c'est toujours la direction du président qu'on a envie de connaître certainement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une autre manière de le dire, comme je viens de le dire, où le ministre lui-même est appelé avec son président tel pour qu'on travaille finalement. Mais ce que tu dis là est déjà prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés ont la prérogative, dans le cadre des questions orales, de faire appeler n'importe quel ministre du gouvernement pour lui soumettre certaines questions. Ça, c'est connu. Et je crois savoir que par rapport à cette dernière déclaration générale, il a été convenu que tous les 15 jours, un ministre va venir devant l'Assemblée nationale pour voir l'état des lieux dans son secteur. Ça, en tout cas, c'est dans les prérogatives de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien de nouveau dans ce que vous dites, quoi. Maintenant, moi c'est-à-dire que je suis dans l'esprit et l'utilité. Nous sommes dans un système politique élitiste, un État qui a une tradition jacobine, où tout est centralisé. Et que je pense que moi, je ne refuserai jamais une opportunité de jeter le pont entre l'élite politique
et le peuple, quoi. Que cela soit via l'Assemblée nationale ou bien les médias, etc. C'est toujours bon que les acteurs politiques qui ont la destinée du pays, qui ont en charge de mener notre pays, de diriger notre pays, viennent, c'est-à-dire que nous en faire connaître de ce qu'ils entendent faire de leur magistère. En cela, je dis que ça a été une très bonne chose. Maintenant, dans le fond, il y a eu des errements. Premièrement, oui, il a raison. On a violé la Constitution dans les délais qui étaient impartis au Premier ministre. Parce que quand il est élu, on lui donne 3 mois pour venir devant l'Assemblée nationale. Et là, c'est pas faire bonne figure parce qu'on a l'impression de ne pas maîtriser le temps. Et le temps, il est important et il lui est compté. Macky le sait. Il est à mi-mandat. Donc le temps, il est très précieux. Et là, c'est un errement. Deuxième chose, c'est que de Abdoul Mbaye à Mimi Touré, on est passé de Yonou Yokote, dont on ne parle plus, au PSE. Donc ça veut dire que le président n'est pas venu au pouvoir avec une idée, un projet de société clair et défini. Merci. C'est ça que je clair. voulais dire. Il faut le dire, et c'est un problème. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire la fine bouche en tant que citoyen qu'aujourd'hui, un Premier ministre puisse venir me dire, voilà ce que nous entendons faire pour ce qui nous reste des 3 ans de pouvoir. Ça, c'est très important de mon point de vue. Maintenant, dans le fond, ce qui nous a été proposé, je l'ai dit, on en a discuté. Et si tu veux, on peut aller. On va revenir. Moi, j'ai ma vision des choses, j'ai ma façon de lire. L'autre chose qui est importante, c'est-à-dire que pour pouvoir juger, il faut connaître la matière sur laquelle on va devoir juger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir comme ça, dire que voilà, il faut juger le régime de Macky Sall. Quand il faudra juger l'action du gouvernement, il faut connaître ce que le gouvernement a promis de faire pour qu'à terme, on dise que vous aviez promis telle chose et en fin de compte, nous ne l'avons pas. Et vous vous rappelez que quand on était dans la période de la campagne en 2012, on avait beaucoup parlé de l'utilité pour les acteurs politiques d'aller à la rencontre des Sénégalais avec à l'appui un programme. Donc quand on gouverne également, on doit parler programme pour voir les axes stratégiques, les objectifs spécifiques, la chronologie, le déroulement, les financements, les partenaires qui sont engagés, qui financent à hauteur de quoi, dans quel secteur, pour réaliser quels objectifs, quoi. Voilà comment devrait fonctionner un pays sérieux. Et je pense que la déclaration de politique générale devrait inscrire dans ce sens. Et moi, voilà ce que j'attends d'un tel exercice, quoi. Et en cela, c'est très important. On reviendra sur le contenu. Moi, je vais tout juste augmenter quelques mots de ce qu'il a dit. Parce que pour faire une politique générale, moi, de ma part, je pensais qu'une politique générale devait se faire à partir des auteurs, par exemple les auteurs des ministères différents, qui vont proposer leur plan de travail, que le ministre lui-même, le PM, doit regarder ce qui est bon et ce qui est mauvais pour établir une politique générale dans tout ça. Mais c'est ça, c'est ce qui a été fait, parce qu'une politique générale, vous avez dit, on a plus de 3 mois, mais ces 3 mois-là, c'est pour préparer. Il y a, comme dans le cadre des politiques sectorielles, oui, mais quand je parle, ministère va faire. Oui, ce n'est pas seulement les ministères. Ce n'est pas seulement les ministères. Parce qu'il y a les députés qui représentent leur zone et qui savent exactement ce qui se passe dans leur zone. Ce n'est pas un ministre qui est au niveau de Dakar qui peut dire qu'en Casamance, par exemple, il y a l'agriculture de la Casamance. Attendez, même s'il y a des directions, je pense qu'on doit revoir la façon dont on fait la politique générale. Tout à fait, mais sur ça, on va sur ça les questions. Donc on a parlé un petit peu de la forme de manière générale, mais si on reste un peu à la forme, on reste encore à la forme, mais toujours pourquoi la forme effectivement? C'est sur ça que je veux. Est-ce qu'on n'aurait pas à gagner si on cherche une manière qui répond carrément à nos réalités, comme tu dis, qui répond à cette exigence d'un homme politique d'avoir un programme, de le faire de la sorte? Est-ce que nos politiques générales d'aujourd'hui répondent un petit peu à cette manière-là? Ça nous intéresse. Ça intéresse la population, ça intéresse à tout le monde. Bonjour, M. Massirou Mbaké-Diatta. Oui. Est-ce que tu nous entends? Ça va bien, je vous entends à peine, mais c'était juste pour saluer. Oui. C'était juste pour vous saluer et de vous dire, on vous suit, mais difficilement, parce qu'après
l'aéroport. Oui. Pour accueillir le président Abdoulaye Wade. Donc c'était juste pour vous saluer et vous dire que inéluctablement, nous, ce qu'on est en train de planifier, on va le faire. Donc je suis dans les rues, cause pour laquelle que ça sonne très mal. D'accord. Ok. Et je salue notre sœur Oulimata qui est sur le plateau. Donc je sais tout simplement que Abdoulaye Wade va être au Sénégal. Dans peu de temps, nous sommes à l'aéroport avec le comité directeur du PDS. On va l'amener chez lui. En attendant le 21, on va faire le buzz au niveau du Sénégal, Inch'Allah. Ok, bah merci Bassirou Mbacké Diatta, donc militant du PDS qui était là la semaine passée pour parler avec nous de cette marche de Abdoulaye Wade, donc il sera là finalement, on ne sait pas s'il va marcher. En tout cas, gare à vous, allô? Oui. Oui, gare à vous, parce que Macky dit il peut pardonner Abdoulaye Wade, mais pas les autres, hein? Oui, tout à fait, mais je te dis une chose. Tu vois que le gouverneur a commencé à déballer déjà. Il dit qu'il n'a jamais interdit la marche. C'est ça, c'est le gouverneur qui le dit. Donc cela signifie qu'il commence à reculer. C'est juste pour nous faire reculer, pour décourager les militants, mais les militants sont indéboulonnables dans ce qu'ils veulent faire. Alors, nous allons marcher, nous allons tenir notre meeting, Inch'Allah, le 21. Abdoulaye Wade sera là dans peu de temps parce que nous sommes là à l'aéroport avec les militants pour être sûr que Abdoulaye Wade ne sera pas tiré par ce gouvernement de voyous. Alors, on va l'amener chez lui, on va l'installer tranquillement. Alors, pendant le 21, on va faire notre grand meeting et personne n'y peut rien. Merci Bassirou Mbacké, donc il est à l'aéroport, donc c'est un militant, vous le suivez, si vous nous suivez, donc Abdoulaye Wade va arriver d'une minute à l'autre. Donc nous on continue notre débat, merci à Bassirou Mbacké Diatta. Donc malheureusement il n'a pas écouté les débats pour participer à ce débat, mais on peut continuer, il y a une représentante du PDS ici pour parler. Ndiaga, on va parler de la montée sur la forme. La forme, c'est ce que je voulais dire, on a parlé effectivement de cette forme. Mais est-ce qu'on ne gagnerait pas encore ma question à bien organiser pour que des gens comme toi qui tiennent encore de se dire ah oui c'est ce que nous voulons, ou bien des gens comme moi qui trouvent que c'est inutile de se dire ah oui c'était quand même utile. Autrement dit, de répondre carrément aux politiques de manière très concrète, de se dire aujourd'hui on aurait pu nous dire à 3 mois ou à 2 ans de Macky, on aurait pu nous dire de faire un bilan et de dire comment on va entamer la deuxième partie du mandat du président. Et les ministres, comment ils vont travailler avec le chronogramme. Et puis, à l'intérieur de l'hémicycle, qu'on voit nettement que les gens sont en train de travailler. Ou bien, au lieu de donner à des ministres, enfin des députés, tantôt on les voit, mais une vraie comédie. Ah, si on l'aime bien, on aime sa personne, il est gentil, il est calme. Et les autres de dire, c'est une répétition tout simplement. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à faire une bonne politique générale qui, selon les périodes, on s'en fout, vu qu'ils vont changer de Premier ministre tout le temps. Mais de nous dire, si ça a été au deuxième mandat, de nous dire, voilà ce qui a été fait, voilà comment nous comptons continuer à augmenter qui serait peut-être plus utile. C'est ça que je disais tout à l'heure. Oui, allez-y. C'est ça que je disais tout à l'heure. Parce que l'administration ne doit pas changer. C'est les hommes qui changent. Mais l'administration reste. Quand l'administration reste, on voit les lois et... Voilà, moi, je n'ai pas compris la façon dont Macky Sall gère son gouvernement. Parce qu'il est toujours parallèle à ce que la loi décide de faire. Il est toujours parallèle à ce que la loi... il est obligé de faire ses déclarations politiques tout le temps. Hein. Il est obligé de le faire. Parce que comme lui, il est contradictoire à la loi sénégalaise, par exemple, pour la création des postes de secrétaire général, qui ne figurent pas dans les textes de l'État, qui ne figurent pas dans les textes du gouvernement, et lui, il a inséré dedans. Vous comprenez? Donc, c'est comme sous forme de ministère déguisé. Donc, il est obligé, lui, de faire des déclarations politiques tout le temps, et en même temps contradictoire de ce qu'il fait. Parce que ça pouvait bel et bien contenir la déclaration politique de Mimi Touré que j'appréciais bien. Mimi Touré, j'appréciais bien sa politique générale parce qu'il a déterminé des points. Peut-être le PSE qui a un peu chamboulé les choses, mais elle a fait une déclaration politique très nette. Et que si cette déclaration politique avait été suivie jusqu'en ce moment, peut-être on aurait pu avoir une autre idée du Sénégal ou bien de l'émergence du Sénégal. Tu l'aimes parce que c'est une femme ou bien tu l'aimes? Non. Okay. Non, c'est pour c'était. Vous savez que je suis dans l'opposition et moi-même j'ai combattu Mimi Touré au niveau de Graaf.
Donc vous l'aimez parce que c'était bien. Ok, on en revient donc sur la forme et puis on passera sur le contenu directement. Deux mots, oui. Il avait engagé. Il y a ce que l'on appelle le décret de répartition des services de l'État. C'est le décret qui organise le gouvernement, les ministères, les directions qui sont dans les ministères, à l'opportunité du président. Il a la possibilité de créer de nouveaux postes, d'en supprimer comme il veut. Ça fait partie de ses prérogatives. Ça pose la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des débats de fond que nous avons manqué depuis l'esprit des assises nationales. C'est la question de l'hyper-présidentiel. Absolument. Le président, voilà, c'est lui qui est partout à la fois avec tous les pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir qui tienne parce qu'il a dans la main tous les autres pouvoirs. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. L'autre considération que je dois relever, c'est que la déclaration de politique générale, ça n'a rien de politique. Quand je dis, c'est vrai que c'est politisé. Non. C'est très politisé. Non. Mais c'est le gouvernement, la République, dans ses démembrements, avec le président qui est élu. Parce que moi, je fais la différence entre le président qui est élu et le chef de parti. Malheureusement, le Macky Sall n'a rien compris au point de confondre les deux. Et ça n'arrange en rien à la clarté de la situation. Mais aujourd'hui, aussi bien l'opposition que les partisans de l'APR devraient être très attentifs sur la substance et le contenu qui va être proposé dans le cadre de la déclaration de politique générale. Mais bon Dieu, c'est la politique, c'est-à-dire ce que l'on entend en matière de politique publique. Moi, j'ai fait analyse des politiques publiques. C'est pourquoi j'ai cette sensibilité très technocratique, quoi. Il y a ce que l'on appelle la désirabilité et les modalités d'action. On peut dire, on veut faire cela, mais ce qui compte, ce n'est pas la désirabilité, parce que la désirabilité, c'est de l'ordre des rêves, des volontés. Mais quand on vient nous dire, voilà les modalités, c'est encore plus intéressant. Tout à fait. Donc voilà le sens qui devrait être donné à la déclaration de politique générale pour que demain, on dise que voilà, vous aviez dit que dans le cadre de l'agriculture, vous avez promis de faire comme ça, telle chose, avec tel partenaire, selon tel échéancier, à terme, on va avoir des clés pour faire l'évaluation. Au niveau de l'espace de l'UAM aujourd'hui, en 2017, va entrer en vigueur ce que l'on appelle la GAR, la gestion axée sur les résultats. Et nous allons résolument vers ça. Maintenant, c'est dommage que la classe politique aujourd'hui n'a rien compris. Parce qu'effectivement, on fait tellement de la politique qu'on ne s'occupe pas de l'État. Nous avons des hommes d'État qui ne sont rien d'autre que des acteurs politiques, mais ils ne sont pas des hommes d'État. Macky Sall n'est pas un homme d'État. Abdoulaye Wade n'a jamais été un homme d'État. C'est un opposant politique qui est venu ici et il s'est débrouillé sur le tas une fois au pouvoir, quoi. Mais je pense que c'est tout l'intérêt des formations politiques à l'intérieur des cadres des partis politiques, quoi. Il faut des formations qui laisseraient de côté l'aspect polémiste, la dimension polémiste de l'action politique, pour maîtriser l'État dans tous ses démembrements et pouvoir déchiffrer les actes que pose nos gouvernements. Il y va de l'intérêt du Sénégal, il y va de la pertinence de votre offre politique, quoi. Ça, c'est très important. Mais c'est vraiment dommage aujourd'hui que, voilà, on voudrait peut-être, voilà, faire dans le sensationnel politique, on tire sur tout ce qui bouge et on passe à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, je voulais bien qu'on me dise, voilà, tout ce projet-là, mais quelles sont les modalités de financement et quel est le lien avec tout ce que l'on a emprunté en milliards au niveau du club de Paris. Sans transition, il y a des questions qu'il faut poser. Plutôt que de dire, oui, Macky Sall ceci, Macky Sall cela, ça n'a pas d'intérêt. Ce sera la transition. En fait, on sera obligé de parler de Macky Sall ceci, Macky Sall cela, parce que c'est lui le président de la République. Ça a de l'intérêt pour vous, ça. Non. Ce que je ne voudrais pas, que vous me regardez seulement l'œil d'une politicienne. Regardez-moi au moins l'œil d'une personne qui fait une analyse. Au niveau d'une analyse d'une citoyenne. C'est la manière, vous, de poser de poser les problèmes, finalement, qui nous fait dire que vous êtes... Non, au fait, vous savez, l'opposition est très bon dans un pays. Parce que c'est l'opposition qui fait sortir ce que l'État n'a pas fait. C'est l'opposition qui fait ouvrir les yeux à la population. Et comme il le dit, avec d'être
d'être au-dessus de côté pluraliste, quoi, de dire les choses. On n'est pas au-dessus de tout ça, mais juste que par exemple, on fait des analyses objectives, des analyses réalisables. Parce que dans ce pays, c'est pas nous, même étant policiers, on est sénégalais. On est sénégalais. Et si le Sénégal marche bien, ça nous arrange comme tout le monde. Donc on est obligé que ça marche ou ça marche pas. Donc Macky Sall, lui, on parle de lui parce que c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui est à la hauteur. S'il échoue, c'est le Sénégal qui échoue. Donc on parle de lui pour qu'il se redresse dès que possible. On pouvait se mettre là et le Sénégal va chambouler ou bien va être dans un trou, comme beaucoup de pays le souhaitent. Et lui, actuellement, étant aveugle qui ne voit pas ça, que le Sénégal est en train de reculer au niveau de la francophonie, au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest et tout. Donc il y a une analyse générale, il y a une étude générale et catégorique qui est là. Le Sénégal n'a pas droit à l'erreur. Oui. Comme le Sénégal n'a... Oui, allez-y. Je ne vais pas terminer. Le Sénégal n'a pas droit à l'erreur. Donc lui, il n'a pas droit à l'erreur. Mais il nous amène sur un terrain politique. C'est pour cela qu'on le suit sur ce terrain. Parce que depuis 2012, il a fait des promesses pendant les élections. Il n'a pas encore réalisé ses promesses. Encore, il fait, comme tu dis, ses politiques générales et tout. Ce n'est pas encore réalisé. Ces PSE, toujours on attend. Le Yon York, toujours on attend. Et en fin de compte, là, où est-ce qu'il veut nous amener exactement? On ne sait pas. On est obligé de crier. Parce que qui dit rien consent. On ne consent pas de ce qu'il est en train de faire parce que ça nous amène nulle part étant sénégalais. Ça nous amène nulle part. On veut que le Sénégal avance comme les autres pays. Et on veut que le Sénégal soit dans les pays émergents, comme on l'avait toujours souhaité. Mais pour être un pays émergent, il faut être démocrate. On ne peut pas être un pays de la dictature, comme par exemple, je donne un exemple en Gambie ou bien dans un autre pays où que ce que le président dit, c'est ça, ce que le président n'a pas dit, c'est ça. On n'est pas dans ce pays. Parce que 40 ans de pouvoir avec le PS, ils sont des socialistes, ils ont fait des réalisations eux-mêmes. Ils ont fait des réalisations de social. Parce qu'ils se sont appelés socialistes, ils ont fait des choses sociales. Abdoulaye Wade est venu, il s'est appelé démocratique, il a fait des choses démocrates. Et lui, qu'est-ce qu'il nous propose? À 3 ans maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose? Notre lanterne n'est pas du tout claire, M. Babacar. Ok, n'est pas clair, effectivement, c'est sur ça. Donc ça veut dire que n'est pas clair, normalement, la déclaration de politique générale doit rendre tout ça clair. C'est pourquoi, directement, sans transition, c'est sur le contenu qu'on va parler. Ce contenu se fera bien sûr en comparaison, bien sûr. On ne peut pas faire en comparaison par rapport à d'autres politiques générales, mais en comparaison par rapport à ces mêmes politiques générales. Lui, Macky, je parle bien sûr, parce qu'il en a eu 3 à l'espace de 3 ans. Ça veut dire que ça nous permet déjà, rien que ça, nous donne une idée de pouvoir mesurer, comparer et voir les directions. Ça veut dire quoi? Mimi a insisté sur des choses qui étaient bien claires. Les gens étaient d'accord, à part Maître Lajouf qui n'était pas d'accord sur sa politique générale et qui est d'accord sur celui-là. Mais les deux, les 3, comment on peut juger, comparer et voir le contenu de ça, Ndiaga, sur cette politique générale-là, par rapport aux autres? Bon, d'abord, ce que je dois relever, c'est que le président Macky Sall nous a promis l'émergence. Mais l'émergence, c'est d'abord une croissance à des chiffres. Ça, c'est Absolument. Tout à fait, oui. Absolument. On ne peut pas avoir de l'émergence si on n'a pas une croissance à deux chiffres ou si l'on ne se rapproche pas à 2 chiffres, 9, 8%. Et là, nous sommes à 4, nous non? sommes à 4,3. Absolument. Et avec Ebola même, on va vers une revue à la baisse de cette croissance pour l'année à venir. Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une option claire, quoi que l'on puisse dire, qui a été déclinée par le Premier ministre. C'est la politique de la croissance économique. Croissance économique. Qu'est-ce que vous attendez pour dire croissance économique? C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut agir sur le produit intérieur brut pour que l'on puisse peut-être avoir des points de croissance. C'est-à-dire qu'on est à 4-3% de points de croissance, c'est peu. Il faut aller à 5 et puis à 6, à 7, à 8 Absolument. pour pouvoir prétendre et se dire pays émergent. Absolument. Donc voilà la finalité, la Absolument. finalité qui est cherchée. Maintenant,
ça a des conséquences. Oui, tout à fait. Il y a des économistes qui ont fait des analyses et qui ont pointé du doigt le revers de la médaille dans le contexte d'une politique qui met l'accent sur la croissance. Absolument. Là, on peut y revenir. Parce que moi-même, j'ai fait dans le cadre de mon site LuxMaillex une comparaison centrée sur la dimension de l'éducation dans la déclaration de politique générale entre les deux déclarations de Mohamed John et de Mimi Touré. Je crois que sur ce plan-là, il y a des promesses qu'avait faites Mimi Touré qui sont mises entre parenthèses. Parce qu'effectivement, quand on est dans une logique de croissance, on met l'accent sur les facteurs de production. C'est pourquoi on nous parle d'agriculture, on nous parle d'agrobusiness, on nous parle d'industrie, on nous parle d'habitat, on nous parle de tourisme. Et on met entre parenthèses les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Et c'est pourquoi dans mon texte, je les citerai déclaration de politique générale, les inquiétudes sur le secteur de l'éducation. Il y a de réelles inquiétudes parce que l'option aujourd'hui qui est privilégiée ne s'accommode pas d'investissement dans le secteur, parce qu'on dit que le secteur social est une charge dont il faut diminuer le poids sur l'économie nationale pour faire des économies d'échelle et engager des milliards dans les infrastructures. Et pourtant, j'ai dit ici que c'est vrai, il faut des fermes dans les villages, mais il faut tout également des écoles. Les usines qui vont être structurées vont avoir besoin de ressources humaines de qualité. Je ne te coupe pas, mais c'est juste une manière de relancer. Juste ce que tu dis, c'est tellement intéressant. Mais quand on voit l'appellation, Yaga, c'est ce que tu dis, Yonou Yokote, même si on est peut-être dans les concepts, mais ces concepts-là pouvaient être habillés, donnés du côté, parce que le Yonou Yokote, finalement, si on traduit bien, c'est l'augmentation, ou en tout cas la évolution, quoi. La personne, la voie du progrès. Et ce progrès a un entendement dans notre langue sociale quand même. Il y a une vision sociale. Et quand on prend Sénégal émergent, juste voilà, oui. C'est vrai que c'est la querelle d'école entre la croissance et le développement. Parce que la croissance n'est pas le développement. Tout à fait. Le développement intègre à la croissance des variables qualitatives, c'est-à-dire que la qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une croissance à 2 chiffres et avoir un fossé énorme entre les gens riches et une majorité de pauvres. Tout à fait. C'est pourquoi je dis qu'il faut que le président de la République, dans le fond, rééquilibre, parce que ce que j'ai vu décliner est ambitieux et à la fois dangereux pour les objectifs de développement. C'est pourquoi au niveau du PNUD, on a ce que l'on appelle l'indice humain de développement. Tout à fait. Mais on comprend pourquoi il s'est emballé dans cette situation de risque. On comprend, parce que comme dans tous les domaines du pays, il y a toujours des problèmes actuellement. Lui, il ose, il peut même dire des choses qu'il ne peut pas. Il peut même aussi promettre des choses qu'il n'est pas sûr de réaliser pour pouvoir aussi convaincre cette population. Pour pouvoir convaincre ces populations. Et oui, juste, je vais continuer. C'est une analyse sur ça. Je vais continuer parce que c'est intéressant ce que vous dites, Madame Kane. Parce que quand Wade effectivement partait, enfin, en tout cas, il y avait la population était un peu colère contre Wade. Mais on disait quelque chose, on disait que Wade, il a fait quand même, il s'est investi dans le domaine un peu, on va dire, des infrastructures. Tout le monde, enfin, comme on disait, hein, ORNT, c'était pas l'expression. Aussi, on a vu, et que quand les gens disaient, mais un problème quand même, c'est que Wade a oublié un peu le côté social. Et que les PDS, enfin les gens disaient que peut-être dans le troisième mandat, il allait s'attaquer à ça. Mais non, quand on en fait, une fois, je suis d'accord avec ma. C'est vrai qu'il faut éviter le discours. Il faut le dire, hein, les chiffres sont en faveur de Wade. Wade a fait des avancées dans la réduction de la pauvreté. Énorme. Aujourd'hui, au Sénégal, la pauvreté est dans une tendance baissière. Oui. Donc, il y a le discours politique, mais là, il y a la réalité. Il y a la réalité. Je dis que les politiques c'est quelque chose qui est palpable. S'arranger pour que le discours politique colle plus à la réalité. Si, c'est pour cela que j'ai commencé tout à l'heure. Pour vous dire que nous, on fait la politique saine, mais on ne fait pas la politique politicienne. En tout cas, parce que vous dites que je suis engagée avec Wade. C'est pas parce que approchez-vous du micro un peu. Je suis engagée avec Wade. C'est pas parce que je gagne quelque chose. C'est pas parce que j'ai un intérêt dans ce que je fais, mais parce que je vois en lui une personne ambitieuse.
Oui, allez-y. Une personne créative, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui défend ses intérêts, surtout les intérêts sénégalais. Parce que Wade aime Sénégal, hein. Wade, il aime tellement le Sénégal, il s'est toujours battu durant toute sa jeunesse pour le Sénégal. Vous voyez mes posts de cette semaine-là concernant la jeunesse de Wade et tout. Donc moi, ce que je constate, l'engagement de Wade n'est pas l'engagement de Macky Sall. Je ne sais pas. Bon, on est tous des Sénégalais. Peut-être que mon engagement, peut-être envers le Sénégal, ne peut pas être un engagement envers le Sénégal, toi. Mais en tant que lui, étant président, nommer des conseillers et échouer, et il a fait 8 ans auprès d'un président de la République, apprendre et tout faire, donc il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur. Donc revenons encore Diaga, toujours sur le contenu. Et là, on a vu effectivement, comme tu dis, il y a ce côté déjà que tu as relevé dans ton analyse en montrant qu'il y a un côté, une dimension humaine qui a un peu été zappée au détriment de la croissance. Mais juste, tu peux ne pas répondre à cette question, tu peux qu'on l'analyse. Mais est-ce que si on fait le rapport entre le PCE à Paris, avec tous ces gens-là qui ont donné de l'argent, est-ce qu'il ne faut pas effectivement Est-ce aller qu'ils ont dans donné ce de l'argent? sens? Est-ce qu'ils ont qu'il ne faut donné pas de aller dans l'argent? ce sens de cette vision? Parce que la vision est comme juste de cette Diaga. croissance, mais comme le disait le président un peu Morales, qui disait que c'est une vision de ces banques-là, c'est une manière. Tu as raison, Bert. Oui. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai eu peur quand on a été devant le club de Paris. Très peur. On a jubilé, on a parlé de plus de Milliards. Mais c'est plus de milliards. Est-ce que c'est disponible? Mais c'est les milliards des investisseurs. Ah oui. Le club de Paris, c'est le patronat français, c'est le secteur privé qui débloque ces milliards pour investir. Et je vais te dire une chose, à chaque fois j'aime le rappeler. Quand le président Hollande est venu au pouvoir, la première chose à faire, c'est de commanditer un audit général sur l'état de l'économie française. C'est le rapport, non, c'est le rapport Gallois. Gallois, oui. Ok, oui. Et le rapport avait conclu à la perte de compétitivité de l'économie française. Tout à fait. Ce qui veut dire que les entreprises françaises ne peuvent plus compétir d'égal à égal avec des entreprises allemandes, etc. Donc, ce qui reste à la France pour se régénérer économiquement, c'est son précaré africain. C'est pourquoi on a parlé de plus de milliards qui reviennent non pas pour sauver le Sénégal, mais pour exploiter davantage Le Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de mettre en veille tout ce qui est social, investissement dans la santé, l'éducation, pour aller ouvrir notre secteur productif aux capitalistes et aux capitalistes. Parce que le capital français, il est là. Il est là, maintenant présent. aujourd'hui, On est va colonisé. dans une logique de profit où ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ce ne sont pas notre secteur, ce ne sera pas notre secteur privé national, mais c'est le club de Paris et la France qui va s'en mettre plein les poches aujourd'hui. Ben oui. Quand on parle d'aménager des espaces pour l'agro-business, mais les industries qui vont être installées ne vont pas être des industries sénégalaises, mais des industries françaises, parce que l'argent qui a été demandé et donné à partir de la France, c'est de l'argent d'investisseurs français qui veulent créer des industries pour alimenter l'économie française. Mais et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui de l'option Macky Sall. En fin de compte, quand on arrivera à l'heure du bilan, moi je crains que l'on recule dans la lutte contre la pauvreté. Absolument. En tant que travailleur social, je sais ce dont je parle et je sens que voilà, il fallait s'y attendre, hein. Il fallait s'y attendre parce que Wade avait tout fait pour que les Français quittent le pays. Mais malheureusement, au moment où il est parti, Macky a préféré faire revenir les Français. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Après juste qu'il est devenu président, il y avait Sarkozy qui était là, avec les 86 milliards investis au Sénégal, et qui se font retirer par les appels entrants internationaux. C'est des choses que les plus grandes sociétés du Sénégal appartiennent aux Français. Actuellement, la Sonatel, par exemple, qui nous fait de coups de barre au niveau de notre pays. Et il est indispensable de ne pas le... Il est indispensable dans la vie des Sénégalais actuellement, l'Orange. Et pourtant, tous les revenus, par exemple, les 75% du revenu de Sonatel revient à la France. Donc, il y a les bases militaires. Et je dis, pour votre information, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la Sonatel est estimé à 800 milliards.
800 millions Voilà. par an. Donc là, il y avait Il faut aller Wade, dans le site. Wade avait fait des protocoles d'accord pour qu'en 2016, Orange soit à moitié pour le Sénégal et la France. Mais malheureusement pour lui, il est parti avant 2016. Donc c'était ça, c'était des protocoles d'accord qui avaient fait que Wade voulait coûte que coûte avoir des tronçons au niveau de la Sonatel. Encore, il y a les bases militaires qui reviennent. Toujours, il y a l'économie parce qu'il y a une crise mondiale qui se trouve au niveau du monde. La France en sait quelque chose. Les autres pays en sait quelque chose. Maintenant, nous, l'Afrique, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour se faire renforcer. Renforcer parce que la balance est comme ça. La balance maintenant est comme ça. Donc, ils pensent que l'Afrique est un point focal pour se faire redresser. Eux tous, hein, ils ont fait des manifestations en Guinée. Ils en ont eu ce qu'ils ont eu. En Côte d'Ivoire, la même chose. En Burkina, vous voyez ce qui se passe. C'est les pays francophones colonisés par les Français. Est-ce que vous me savez, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest colonisés par les Français. Donc c'est l'économie de la France qui est en train de se renforcer sur l'Afrique de l'Ouest. Et particulièrement, ils ont ciblé le Sénégal parce que le Sénégal, c'est un pays qui est trop en avance intellectuelle. Et Wade avait refusé tout ça. Wade avait refusé tout cela. Wade avait refusé parce qu'il savait que ces Français, Wade, il a été toujours un africanisme. Une personne qui se révoltait, une personne qui disait non aux Français, mais une personne qui disait non devant les Blancs. Il n'était pas du tout complexé. Et là, malheureusement, on se retrouve avec un président qui est complexé. Trop complexé. C'est lui qui est devant, mais c'est les Français qui sont derrière. Ils ne décident pas, les Français décident exécuter. Pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un exécutant, mais pas un décideur. Juste ça, oui, je peux revenir à ça. Mais finalement, est-ce que nous avons une marge de manœuvre pour refuser? Parce que moi, je t'ai dit ça certainement une fois. Une fois. Je pense même qu'il va falloir prendre beaucoup de temps, beaucoup d'émissions pour ce débat économique et pour l'avancement de ces pays-là. Parce que ça donne flair à quelque chose qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas là ce que demain sera fait. Oui, mais est-ce que ce que demain sera fait, on peut essayer de discuter de ça déjà, mais est-ce que nous avons finalement une marge de manœuvre par rapport à notre économie qui est une économie très faible? Parce que nous n'avons pas de sous, enfin, on commence à découvrir le pétrole et tout, mais est-ce que finalement, Macky avait le choix, de se dire s'il avait envie de faire le Yoyo côté? Parce que qu'est-ce qui pousserait le président à délaisser un petit peu le Yoyo côté pour miser sur l'émergence, sur le Sénégal émergent avec une croissance? Pour, à ton avis, tu penses que ces choses sont aussi faciles, j'ai envie de dire, pour ça? Buzz, laisse-moi te dire que ne parlez pas de pétrole du Sénégal, s'il vous plaît. Parce qu'au temps de Diouf, on parlait du pétrole. Au temps de Wade, il y avait un jour que notre ministre Madi Kenya avait annoncé que le pétrole se trouvait à Louga. Vous vous rappelez pas de ça? Oui. Donc, on sait que c'est un gouvernement. Il y a des problèmes électriques. Il y a le problème de l'électricité qui est là. C'est pour calmer les gens et pour continuer à leurrer les gens. Où se trouve ce pétrole? Ce pétrole qui est un pétrole, le pétrole brut qui se trouve au niveau des frontières de la Guinée-Bissau et de la Casamance. Ce pétrole brut, nous, Sénégalais, on ne peut pas l'utiliser. Les Français, même pas. C'est les Afghanistan qui peuvent utiliser ce pétrole brut pour le rendre consommable. Ouais. Donc, ne nous dites pas qu'il y a du pétrole au Sénégal. Parce que depuis tout le temps, depuis l'histoire du Sénégal, on nous a toujours parlé de ce pétrole. Ça c'est vrai, c'est pas bête une question, c'est vrai. Donc, mais moi c'était juste pour dire qu'on n'a pas de pétrole pour le moment d'ailleurs. Non, ça, vous ne parlez pas de pétrole parce que là, ça ne nous fait pas avancer. Parce que vous allez le mettre dans notre discours ou bien dans notre discussion. Il y a le pétrole, mais il ne sera exploitable qu'en l'horizon 2020. 2020, c'est quoi? Ils vont en 2020, ils vont dire 2040. C'est comme ça. Tammy Ndiaga, ma question d'ailleurs c'était ça effectivement. On s'est bien d'accord, c'est dire que nous n'avons pas de pétrole, ça veut dire que nous n'avons pas de l'argent, mais comment faire pour assurer ces politiques de développement, comme vous dites, qui va mettre l'accent sur
les pauvres, enfin sur le côté social, il n'y a pas que des pauvres d'ailleurs, le côté social, au lieu de parler de cette émergence avec cette vision un peu capitaliste ou cette vision comment on appelle encore, des banques de notation, est-ce que nous avons quelle est notre marge de manœuvre finalement? Ma question c'est ça, est-ce que, comme le diraient certaines personnes, l'Afrique est riche, mais c'est parce que c'est les Africains qui sont pauvres, qu'il y a l'argent, on pourrait en faire parce qu'on a construit. Est-ce que nous avons une marge de manœuvre? Est-ce que nous avons les moyens, Ndiaga? C'est ça, pour pouvoir avoir une politique normale qui répondrait à cette politique de déclaration générale qui serait à la réalité du peuple. Bon, de toutes les façons, c'est une question très délicate parce que c'est toute la problématique de notre indépendance ou plutôt de notre non-indépendance. Sommes-nous indépendants? Ne le sommes-nous pas? C'est un problème qui est là et la question est toujours encore actuelle. Mais moi, je suis sur les faits et la réalité. Et chaque fois, je me plais à peut-être faire revenir les gens sur les actes qui ont été posés. Le budget actuellement, si vous prenez la santé, le budget du ministère de la Santé, on l'a dit ici, a été diminué de 4 milliards. 4 milliards. Et pourtant, le président a de grands projets dans le secteur de la santé. Je veux parler notamment de la CMU et des politiques de gratuité, PAPA, plan Sésame, etc. qui devraient nécessiter. Et pourtant, nous avons ratifié un certain nombre de dispositions pour donner notre gage en tant qu'État et rapporter notre part du budget dans la santé à 15% du budget. Tout à fait. Aujourd'hui, on est en deçà de 11%. On n'augmente pas, mais on diminue. Et pourtant, nous avons de gros projets. Ça, c'est un acte très fort. Vous vous rappelez, le ministre de l'économie et des finances a déclaré devant le représentant de l'OCDE, c'est-à-dire que l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe, il a dit ici qu'il est inadmissible que 1%, c'est-à-dire que les salariés, peut-être à eux seuls pour leur rémunération, leur traitement, utilisent un tiers du budget, c'est-à-dire 300 milliards. 300 milliards, tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va essayer de faire des coupes dans les secteurs sociaux pour pouvoir faire des économies d'échelle et construire des infrastructures et préparer l'APE. Parce que quand on va ouvrir aujourd'hui notre économie, les capitaux qui vont venir vont vouloir avoir un plateau, un cadre propice aux affaires. Donc ce cadre propice, c'est les routes, c'est les aménagements de terre, c'est l'irrigation, l'eau disponible, c'est l'électricité, c'est l'énergie. C'est tout ce qui a été dit par le Premier ministre dans le cadre de sa déclaration de politique générale. Donc ça veut dire que nous, on ne fait pas une politique pour le développement du Sénégal, mais on fait une politique pour peut-être aujourd'hui apprêter le Sénégal, peut-être préparer la mariée pour la donner au plus offrant. Et aujourd'hui, le plus offrant, le seul offrant d'ailleurs, c'est la France et son secteur privé aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est la France qui va gagner et il y aura des problèmes. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est des rapports de force. Moi, je suis un militant de la gauche. Même si je n'ai plus de maison de gauche, je ne me réclame dans aucun appareil, mais j'ai une sensibilité de gauche. Je suis passionné par Marx dans sa lecture du capitalisme et dans sa façon d'apporter la contradiction à la logique capitaliste ou bien à la logique libérale. C'est cela. Aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est de s'organiser pour combattre quoi. Il faut que ceux qui sont dans les secteurs sociaux puissent se mobiliser pour peut-être dire non et faire comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Au Sénégal, on parle beaucoup plus qu'on ne prend le temps de comprendre les choses qui se trament aujourd'hui. Et les signaux sont rouges aujourd'hui. Le président de la République peut être amené à revoir sa copie. Mais si on fait dans l'alignement systématique, même la gauche qui devrait avoir qu'une seule posture, c'est d'être du côté des opprimés et aujourd'hui du côté de l'oppresseur. Parce qu'aujourd'hui, c'est une oppression économique. Momodou Dia avait écrit un ouvrage qui est très important, le Sénégal trahit un marché d'esclaves. Parce qu'effectivement, l'élite politique a marchandisé
Notre économie aujourd'hui, c'est l'aliénation totale. Nous n'avons aucun contrôle sur notre économie. Quelles sont les entreprises qui contrôlent notre économie? C'est pas des nationaux. Nous l'avons dit. Vous avez parlé de Orange. Moi, je suis entré dans leur propre site et ils osent afficher qu'ils ont un chiffre de 800 milliards. Ils sont obligés Et d'afficher. ce sont nos milliards. Ah oui. Vous vous rendez compte? Il faut faire quelque chose, sinon nous sommes morts. Ouais, absolument. Sinon, les gens vont venir, ils vont exploiter, ils vont Ils sont en train de le faire. structurer notre économie et ils vont nous laisser comme ça. Parce que les terres là qui vont être données, l'agrobusiness, l'agroalimentaire, il va y avoir des impacts. On va appauvrir parce que l'industrialisation rime avec paupérisation. En tout cas, c'est la logique qu'a connue. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire passer par la même procédure qu'a connue recolonisation. l'Europe sous l'industrialisation. Parce que c'était l'Europe de l'exploitation, c'était le capitalisme à visage inhumain. Et moi, je pense que ce serait vraiment fâché un recul millénaire de verser dans cette forme de faire la politique. Mais effectivement, j'ai envie de parler aujourd'hui, donc ça va être très bientôt la fin de l'émission. On va parler, pour rester sur ça, comme les auditeurs le disent, pour être un peu initiatif dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, tu as parlé d'une phrase qui est très, très importante. C'est la manière dont nous devons construire cette résistance sociale. Finalement, devant, comme tu dis, des politiciens qui sont là à aller dans un sens très politique des choses, voir. Il faut qu'ils nous aident, bien sûr. On est là pour ça. Hein. Mais comment créer ça aujourd'hui? La marche du PDS qui n'est pas claire, qui devait être une marche effectivement pour le peuple finalement. Non mais attendez, vous dites que la marche n'est pas claire. Parce qu'on ne sait même pas vous marcher pour qui. Non. Nous, pourquoi? On fait la résistance par exemple. Oui. Parce que ça ne va pas. Parce qu'on a des arguments à étaler durant cette marche ou bien durant cette meeting. Parce que si ça allait bien, on n'aurait pas besoin d'organiser ce meeting. Ça ne va pas. Et on va étaler tous les domaines disponibles qui sont pas du tout, qui n'avancent pas au niveau du pays, et on le mettra en place et on mettra. Je pense qu'il y a l'opinion internationale qui est là, en train de voir les choses, comment ça va se passer, et ça va se passer très bien, parce que heureusement pour nous, on sait c'est quoi gouverner. Si par exemple si c'était une opposition qui était là, qui n'a jamais gouverné, qui ne sait pas là où passer, c'est le contraire de nous. Nous on a gouverné pendant 12 ans. On sait là où passer, on sait ce qui ne va pas pour un pays et ce qui va pour un pays. Même si les gens nous reposent de dire que vous avez fait ceci ou bien cela, bien, certes qu'on reconnaît des fois les erreurs nous servent de leçon. Et on ne veut pas qu'aussi les mêmes erreurs se répètent tout le temps au Sénégal. Parce qu'on est des citoyens, on est Sénégalais, et là où on serait demain ou bien après-demain, il faut qu'on soit fiers d'être Sénégalais. Oui. Là, on défend cela, mais le problème est qu'avec ces politiques économiques qui sont lancées, juste pour vous rappeler que l'économie du Sénégal, quelle était la base de l'économie du Sénégal? L'économie du Sénégal se basait sur le tourisme. Sur le tourisme, ce que j'ai appris. Le tourisme faisait rentrer beaucoup d'argent au Sénégal parce qu'on n'a pas de ressources. À part le phosphate qui est mal exploité, le Sénégal n'a pas de ressources. Il y avait le tourisme qui faisait renforcer nos caisses de l'économie sénégalaise. Là, le tourisme est en faille actuellement parce que ces dirigeants qui dirigent au niveau qui dirigent l'opposition n'en connaissent pas, qui dirigent le tourisme n'en connaissent pas. Et pourtant, il y a des experts en tourisme comme le consultant Mohamed Faouzoudem, vous l'entendez tout le temps au niveau des radios et télé, faire des déclarations, faire des critiques politiques au niveau de ce secteur, mais rien ne va. Rien ne va. Actuellement, l'économie de ce pays se base sur le tourisme. Et le tourisme actuellement est en faille au niveau du Sénégal. Déjà par les demandes de visa et la réservation des 5 étoiles obligatoire sur les textes du tourisme. Et ce qui fait que les touristes ne viennent plus pour faire la participation au niveau de l'économie du Sénégal. Les investisseurs ne viennent plus à cause de cette traque bien mal acquis.
Parce que si toi, tu vas en Europe, tu travailles ton argent, par exemple, tu as beaucoup d'argent, eux, ils ne savent pas comment tu as fait pour gagner ton argent. Tu viens pour s'investir au Sénégal, on te tracasse du matin au soir pour te demander là où tu trouves ton argent. Est-ce que ça vaut la peine de venir au Sénégal et s'investir? Ça ne vaut pas la peine. Et ça augmente, le chômage des gens, parce qu'il n'y a plus d'investisseurs, les investisseurs locaux, parce que nous, au Sénégal, on a tendance à vivre dans l'informel. Il y a, par exemple, les Libanais. Moi, j'en connais tellement de gens, j'en connais tellement de Libanais qui ont fermé leur entreprise et rentré dans le pays. Parce qu'ils ne veulent pas que demain, l'État du Sénégal le poursuit pour dire que là où tu as trouvé cet argent, ils se sont décarcassés eux-mêmes pour avoir cet argent. Et cet argent, l'État du Sénégal, ils peuvent le traquer, ils peuvent bien aller en justice avec eux, ils peuvent bien défendre leur cause et dire que cet argent, je lis ceci ou cela. Mais si l'État décide le contraire de ça, ils perdront. Ils ne vont pas se lancer sur ce risque-là. Cette économie-là, c'est le commerce, le tourisme. Et le commerce ne marche pas actuellement. Le tourisme ne marche pas. On ne voit plus de touristes au Sénégal. On ne voit plus d'investisseurs touristes au Sénégal. Parce que eux, ils ont leur bien. S'ils pensent qu'ils viennent au Sénégal pour s'amener des problèmes, ils vont aller dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ok, Ndiaga, on va finir sur une dernière question. Effectivement, Voilà. après ce diagnostic de l'économie, ça, effectivement, on y reviendra. Le tourisme, comment faire? Ah oui, Mais je te par rapport conseille à de cette- faire une émission sur ça. à cette question, à tout ceci, à ce que tu venais de dire, Ndiaga, il y a une dimension, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu venais de dire. Aujourd'hui, cette révolution verte, cette révolution industrielle qu'a connue l'Europe et qui avait un moment répondu à une réalité, parce que d'ailleurs c'est ça l'Europe, on reproche une révolution inhumaine, mais l'Europe avait répondu à une exigence parce que sa population était pauvre, parce que les gens souffraient, parce qu'il fallait redresser une économie qui tombait, et ils ont répondu avec la force. Mais nous aujourd'hui, ils sont en train de regretter peut-être. Ça a répondu à certaines choses, l'économie européenne, cette révolution verte a répondu à certaines choses, a permis l'Europe de se développer, mais en laissant beaucoup de gens en rade, à créer des Absolument. problèmes, à créer des maladies qu'on ne connaissait pas. Absolument. Aujourd'hui, la question qui se pose, qui devrait se poser, tu as parlé d'une incompréhension de notre société, de la politique. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo total. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar Buzz Diédhiou et ses chroniqueurs 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo total.